Bonjour, je suis le docteur Alexandra Alves, je suis chirurgien orthopédiste pédiatre et je vais parler aujourd'hui des complications liées aux fractures supracondyliennes de l'enfant. Les fractures supracondyliennes ou fractures de la palette humérale intéressent l'os de la partie distale de l'humérus et il s'agit d'une fracture extra-articulaire. Elle représente environ 50 à 60% des fractures du coude chez l'enfant. Elle est principalement créée suite aux activités sportives et de loisirs de l'enfant avec l'équitation en première ligne. La fracture est classée selon son déplacement, selon la classification de Lagrange-Erigot en 4 stades. Le stade 1 est non déplacé, le stade 2 présente une bascule en extension de l'épiphyse de l'humérus, la stade 3 est déplacée avec un trouble rotatoire associé et la stade 4 présente un déplacement en extension, rotation et les deux fragments ne sont plus en contiguïté. À l'international, on utilisera la classification de Gartland. En cas de fracture supracondylienne stade 1, le traitement sera une immobilisation par un plâtre brachio-antébrachiopalmaire associé à une immobilisation de l'épaule. En cas de stade 2, une immobilisation par Blount est la plus adaptée. Les fractures stade 3 et 4 nécessitent une réduction sous contrôle scopique et sous anesthésie générale, pour lesquelles une prise en charge au bloc opératoire sera donc nécessaire. En urgence, il faudra veiller à la recherche des critères de gravité de ces fractures, que sont le déplacement et son importance, la présence d'une ouverture cutanée, la présence d'un trouble vasculaire ou nerveux. La principale complication aiguë est l'atteinte nerveuse, prédominante sur le nerf médian ou une de ses branches, une atteinte du nerf radial ou du nerf ulnaire. L'atteinte vasculaire par l'artère humérale est également à rechercher avec la présence d'une main blanche ou d'une absence de pouls. L'atteinte cutanée pouvant aller de l'ouverture punctiforme jusqu'à la plaie délabrante également. Le traitement de toutes ces supracondyliennes compliquées ou non sera la réduction en urgence et secondairement la prise en charge des complications si elles persistent. La plupart du temps, les complications sont résolues suite à la correcte réduction de la fracture. Quand on parle de correcte réduction de la fracture, il s'agit de restaurer l'anatomie de la palette humérale, que ce soit sur sa colonne externe ou interne, ou sur l'image de profil, l'image de sablier radiologique qui est à rétablir. En cas d'une fracture stable, une immobilisation par Blount est envisageable. Si la réduction et contention par Blount n'est pas stable, on envisagera une réduction synthèse et immobilisation avec une immobilisation complémentaire de l'épaule. Il faudra veiller à mettre en place un plâtre brachio-antébrachiopalmaire avec une contre-écharpe ou dans certains centres, un thoraco-brachial. En cas de fracture instable ou si la réduction n'est pas réalisable par manœuvre externe, une réduction avec synthèse plus ou moins à ciel ouvert sera nécessaire. Dans les suites, une immobilisation par plâtre antébrachiopalmaire sera associée à une contention de l'épaule. Dans certains centres, on pourra réaliser la contention par un plâtre thoraco-brachial. Au bout de quelques jours, on pourra retrouver certaines complications précoces et celles-ci sont à dépister, telles que le syndrome de Loge, urgence à prendre en charge rapidement si les signes tels qu'une douleur importante et résistante au morphinique se présentent. La recherche d'un déplacement secondaire sera réalisée entre le 7e et le 15e jour par un rendez-vous de contrôle avec radiographie de contrôle avec le coude de profil. Les complications à moyen terme sont à rechercher à l'ablation de l'immobilisation. Principalement la raideur du coude avec un déficit d'extension du coude qui se présente juste après. Cette récupération de mobilité intervient jusqu'à 2 mois après l'intervention ou l'immobilisation. Il n'y a pas de kinésithérapie nécessaire, cela est même préjudiciable au niveau de la mobilité car des calcifications périarticulaires peuvent se développer et une raideur définitive s'installer.
Un déficit neurologique est également possible. Il est souvent présent avant la réduction de la fracture et l'atteinte principale est l'atteinte du nerf interosseux antérieur avec un déficit de la flexion de l'interphalangienne distale du deuxième doigt et de celle du pouce. Le nerf ulnaire peut également être intéressé par le déficit en cas d'incarcération ou lors d'une synthèse un peu iatrogène. Il n'y a pas d'intérêt à réaliser un électromyogramme avant 3 mois. Et le plus souvent, l'évolution clinique étant favorable, l'électromyogramme ne sera jamais réalisé. Le syndrome de Volkmann est fait suite au syndrome de Loge qui aura été maltraité ou négligé. À long terme, les principales complications concernent les troubles de réduction ou les troubles de croissance. Les troubles de réduction peuvent être un défaut de réduction initiale ou un déplacement secondaire. Quand ce trouble de réduction persiste, principalement, nous pouvons avoir un trouble d'axe tel le cubitus varus pour 15%. Cela entraîne une gêne esthétique et non une gêne fonctionnelle. Ici, vous pouvez voir un cas clinique avec un cubitus varus séquelaire d'une fracture supracondylienne qui a été corrigé par ostéotomie avec un axe restauré dans les suites. L'autre trouble d'axe que l'on peut retrouver en cas de trouble en rotation interne, il s'agit du cubitus valgus, beaucoup moins fréquent et qui peut entraîner à long terme une atteinte du nerf ulnaire au niveau du coude et la prise en charge sera celle de l'atteinte du nerf ulnaire et éventuellement associée à une ostéotomie de réaxation. Le calvicieux en extension est également un trouble de réduction sur les fractures supracondyliennes en extension pure. Cette extension peut se remodeler, surtout si l'enfant est jeune et avec un potentiel de remodelage. Cela est efficace si l'enfant est vraiment très jeune. Dans ce cas, un enfant âgé de 2 ans présente une diminution de son calvicieux en extension à l'âge de 4 ans, avec une antéversion de la palette qui est restaurée. Le Fischl deformity est un trouble de croissance par épiphysiodèse centrale suite à une fracture de la palette humérale. Les complications fonctionnelles sont présentes à beaucoup plus tard terme, à l'âge adulte, avec d'éventuelles douleurs et de l'arthrose précoce. En conclusion, afin de limiter toutes ces complications potentielles des fractures supracondyliennes, la bonne prise en charge initiale avec un traitement adapté au déplacement, une réduction satisfaisante, une immobilisation de l'épaule et une surveillance attentive des déplacements secondaires permettra de limiter toutes ces complications. Je vous remercie.